L'économie autrement. Une émission sur le secteur public, la santé et l'économie sociale et solidaire. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle édition de l'économie autrement en ce vendredi 22 mars 2024. Au micro, Perrine Lahaye. L'économie autrement est l'émission mensuelle de Radio KPMG, destinée à décrypter les grands enjeux de l'économie sociale et solidaire, de la santé et du secteur public. L'édition de ce jour est consacrée à l'hôpital et plus particulièrement à son modèle. La santé financière de nos hôpitaux publics et privés inquiète, dans un contexte de vieillissement de la population et de besoins de soins qui ne cessent de croître. Le déficit des centres hospitaliers universitaires aurait triplé en un an, selon les informations du Monde, et les difficultés financières seraient, je cite, peut-être les plus graves depuis leur création en 1958. Et c'est tout le secteur hospitalier, public ou privé, qui fait le même constat. Forte progression des dépenses liées à l'inflation, manque de financement des mesures du Ségur de la santé, baisse des recettes liées aux fermetures de lits intervenues après la crise sanitaire, voici certaines des causes de la dégradation des finances des hôpitaux, à tel point que les représentants du secteur hospitalier en appellent à l'État pour compenser les surcoûts liés à l'inflation. Au-delà des déficits, se pose plus largement la question du modèle de l'hôpital. Même si la crise sanitaire a mis à l'honneur le personnel soignant, l'hôpital ne fait plus rêver. Perte d'attractivité, conditions de travail difficiles, questionnement autour de la prise en charge des patients, la liste des maux est longue. Dans l'édition de ce jour, nos deux invités confronteront leurs regards et nous exposeront leurs propositions pour revenir à des finances plus saines, gage de pérennité de notre système hospitalier. Au sommaire de l'économie autrement aujourd'hui, pour commencer, l'édito d'Erwan Carrier, associé KPMG, en charge du secteur de la santé. Dans le grand angle ensuite, Guillaume Chénel, directeur général adjoint du groupe hospitalier Diaconesse Croix-Saint-Simon, et Pascal Coron, cofondateur et directeur associé de Quarto Santé et ancien directeur de la performance et du contrôle de gestion aux Hospices civils de Lyon. Enfin, dans le Zoom, nous donnerons la parole à Florian Covelli de l'Institut français du monde associatif. Mais avant cela, commençons cette émission avec l'édito d'Erwan Carrier. Erwan, c'est à vous. L'édito. Quelle sombre homogénéité. Le 21 mars, les centres hospitaliers et universitaires demandaient à bénéficier en urgence d'une revalorisation de leurs tarifs. La Fédération de l'hospitalisation privée les avait précédés de quelques heures en précisant que 50% de leurs adhérents seraient en déficit en 2024. Constat partagé il y a quelques jours par la FEAP, qui a annoncé qu'un tiers des établissements de santé privés d'intérêt collectif avaient une trésorerie négative en 2023. Il y a tant à dire, tant à écrire et encore plus à penser quand on aborde aujourd'hui la situation des établissements de santé. Alors que les papiers et les éditos fleurissent dans les médias sur les difficultés de l'hôpital, il est essentiel de prendre un peu de recul sur cette réalité. Le soin subit comme d'autres secteurs de plein fouet les affres de l'inflation. Mais la pandémie a fait ressortir bien des contradictions qu'il est désormais indispensable de gérer. La revalorisation légitime du revenu des soignants ne peut pas être absorbée par une activité qui décline pour nombre d'établissements. Les difficultés de recrutement demeurent, impliquant de redéfinir une politique RH dont certains termes étaient encore inimaginables il y a 5 ans. On parle d'ailleurs désormais de marque employeur à l'hôpital. Au-delà du Ségur de la santé et des réformes successives qui ont permis d'injecter des sommes importantes et aux établissements de se rénover, aujourd'hui beaucoup d'acteurs se heurtent à une complexité difficile à détricoter à tous les étages. Mais c'est souvent la directrice ou le directeur qui doivent faire face ici à une volée de bois vert, là à des tirs à boulets rouges. Ils sont nombreux à s'interroger, parfois jusqu'à épuisement, sur l'équation la moins bancale possible leur permettant de sortir de la nasse. Il ne fait aucun doute que le corps médical, les soignants, le management administratif, tous œuvrent à innover. Dans les partenariats et conventions qu'ils signent pour fluidifier la prise en charge des patients sur les territoires, dans les nouveaux outils numériques qu'ils déploient pour gagner en qualité des soins mais aussi en efficience, dans la diversification de leurs services pour diminuer autant que possible la perte de chance d'un patient, quel que soit son âge, ses revenus ou son territoire. Mais tous sans exception voient le mur arriver, celui où l'ingéniosité, le courage et l'abnégation ne suffiront plus pour assurer des soins de qualité, pour éviter la multiplication d'événements indésirables, pour maintenir une égalité des chances pour tous. Ce n'est pas une réforme de plus qu'il faut engager, c'est un nouveau modèle économique complètement renouvelé qu'il faut construire. Un modèle qui redéfinit le rôle et la place de l'hôpital public et privé dans leur relation à la médecine de ville, aux patients et à ses aidants. C'est un travail de fond qu'il faut mener pour excaver une à une toutes les problématiques, toutes les contradictions et trouver des solutions. C'est aussi notre rôle à nous,
cabinet de conseil, de renoncer à accompagner un modèle moribond en le confortant par des recommandations qui parfois enlisent. Et c'est le rôle des pouvoirs publics d'abandonner la stratégie des petits pas de côté dont l'appropriation demande trop d'efforts et trop de temps. Cassons les codes, poussons les murs, brisons ces verres qui nous empêchent de voir autrement. Et pour terminer par un peu de poésie, suivons Baudelaire qui nous dit « Plongez au fond du gouffre, enfer ou ciel, qu'importe, au fond de l'inconnu, pour trouver du nouveau. » Grand angle. Reprenons le fil de cette émission avec le Grand Angle qui est aujourd'hui consacré à l'hôpital. À notre micro, nous avons le plaisir de recevoir, je l'ai déjà dit, deux invités, Guillaume Chénel, directeur général adjoint du groupe hospitalier Diaconesse Croix-Saint-Simon, le plus important pôle hospitalier privé d'intérêt collectif de l'Est parisien, et Pascal Coron, cofondateur et directeur associé de Quarto Santé, une société dédiée à l'accompagnement des décideurs et des managers du secteur de la santé. Pascal Coron a également passé plus de 15 années aux Hospices civils de Lyon en qualité de directeur de la performance et du contrôle de gestion. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Guillaume Chénel, je vais vous poser une première question. Dans un contexte où l'hôpital enregistre des déficits historiquement élevés, pourriez-vous éclairer nos auditeurs sur les causes de ces pertes et les raisons pour lesquelles elles se sont aggravées en 2023 ? Les causes, à mon sens, elles sont multifactorielles et elles peuvent être variables surtout d'un établissement à l'autre. Donc, ce que je vous propose, c'est peut-être une explication à la fois macro, synthétique et puis mécanique. Macro, je rappelle que l'ensemble du financement de l'hôpital, c'est l'ONDAM, l'objectif national des dépenses d'assurance maladie. Et également, c'est la façon dont les tarifs hospitaliers sont issus des coûts hospitaliers qui, normalement, s'égalisent et prévoient théoriquement l'équilibre entre les recettes et les charges de l'hôpital. Et donc, de ces deux mécaniques, on a créé effectivement deux coupables qui ont eux-mêmes deux complices. C'est qu'en fait, on a décorrélé de plus en plus la façon dont l'ensemble des charges allait être payées par les tarifs. Le premier coupable post-Covid, c'est que dans l'ONDAM, qui effectivement est un prix fois un volume, le volume attendu d'activité dans cette mécanique n'a plus été au rendez-vous, avec des difficultés de recrutement post-Covid et donc une fermeture de lits qui n'a pas permis de générer, on va dire, le chiffre d'affaires en croissance qui, lui, s'est trouvé grippé. Et le deuxième coupable, sur le fait que les prix ont effectivement eu des tarifs issus des coûts avec des coûts qui se sont enchéris, c'est deux axes complémentaires et douloureux. C'est l'enchérissement des mesures salariales qui ont été injectées à travers les différents Ségur de la santé, ces mesures salariales n'ayant été qu'imparfaitement couvertes par l'augmentation des tarifs. Pour parler d'un secteur que je connais bien, par exemple, c'est que quand on a accordé des augmentations de salaire payées par les tarifs, n'a pas été compensée la perte d'allègement de charges liée effectivement à cette augmentation de salaire. Et l'autre élément particulièrement douloureux et croissant ces derniers semestres, c'est l'enchérissement généralisé des coûts avec l'inflation, dont les coûts énergétiques, à l'heure où précisément on essaie d'accélérer sur l'activité et à ce moment-là, on se trouve avec une facture énergétique qui explose. Et ensuite, une fois que vous avez cette déconnexion entre les charges et les recettes, vous devez, vu que votre trésorerie souffre énormément, financer en crédit de court terme avec des frais financiers qui ont bondi. Et pourquoi on a une mécanique et un effet boule de neige terrible, c'est que tout ça, c'est parfaitement et malheureusement huilé entre 21, grippage de l'activité, 22, enchérissement de coûts, 23, alourdissement des charges financières. En complément de ce que vient de nous dire Guillaume Chénel, voyez-vous, Pascal Coron, d'autres tendances conjoncturelles ou structurelles qui expliquent ce déficit ? En complément, effectivement, tous ces éléments ont pu être masqués en plus par la situation de la prise en charge du Covid, qui avait mis en place un système de garantie de financement pour les établissements de santé et qui a protégé ces établissements en leur maintenant des ressources équivalentes à celles de 2019. Et ces mécanismes sont en train de disparaître. Et donc, on revient à une situation normale de financement des établissements en fonction de l'activité principalement. Et donc, là aussi, on a des ressources qui disparaissent. Enfin, un dernier point, et c'est plus conjoncturel et lié à la manière dont les pouvoirs publics financent les établissements, les décisions sont prises de plus en plus tard et la visibilité pour les décideurs est de moins en moins grande pour connaître finalement l'ensemble des ressources dont ils vont disposer pour piloter leur année budgétaire. À votre avis, Pascal Coron, quels sont les leviers qui peuvent être actionnés à court terme ? À court terme, les leviers des établissements sont les leviers classiques
qu'ils utilisaient déjà avant les modèles Covid. Globalement, il faut que les établissements retrouvent une capacité à faire de l'activité dans un modèle qui ressemble au modèle avant le Covid. Et également, il faut qu'ils reprennent des usages, d'éviter les gaspillages et de travailler sur la bonne utilisation des ressources qui sont limitées actuellement. Les lits d'hospitalisation, les blocs opératoires en particulier. Il faudra également qu'ils travaillent sur des sujets de pertinence dans les prescriptions médicales, pertinence dans les prescriptions d'analyse biologique, par exemple. Mais ça, c'est des leviers à court terme. Et en fait, il faut aussi que les établissements se préparent sur du moyen terme à travailler sur 4 dimensions nouvelles ou émergentes. Tous les sujets d'innovation, innovation dans les parcours, innovation dans des nouvelles modalités de prise en charge des patients et probablement en modifiant des habitudes actuelles de prise en charge des patients. Le deuxième axe, ça va être de travailler sur des modèles plus de qualité et de mesurer aussi les résultats produits sur la qualité des soins des patients. Et enfin, de travailler sur des modèles de pertinence des hospitalisations, pertinence des nuitées à l'hôpital, pertinence des prescriptions. Et de votre côté, Guillaume Chénel, identifiez-vous d'autres actions à mener? N'y aurait-il pas un modèle à réinventer? Et la réforme annoncée de la tarification à l'activité, la fameuse T2A, pourrait-elle profondément changer la donne? Je rappelle simplement que la T2A, elle est un bon outil. Elle est un bon outil parce que finalement, elle permet de s'assurer de ce qui a pu être dit précédemment, c'est de la performance des établissements et de s'assurer qu'il y a globalement un niveau de performance suffisant. Après tout, on peut aussi valoriser la performance, c'est pas un gros mot. Et de ce point de vue, les axes qui avaient été pensés juste avant le Covid pour modérer la T2A dans les cas de figure, la tarification à l'activité dans les cas de figure où elle pouvait emporter des biais, sont les bons. Ils ont été rappelés par Pascal Coron, mais il va de soi que la pertinence est un sujet absolument à creuser. Les parcours pertinents sont un sujet à creuser, c'est-à-dire que globalement, l'évitement des soins ou l'errance dans le parcours et la capacité à limiter les coûts liés à ces redondances, ce sont des choses à impérativement valoriser. De la même manière, il faut aller éliminer certains effets d'aubaine. De ce point de vue, il y a parfois une suroffre, une offre surabondante, et les logiques de dotation populationnelle telles qu'elles ont été pensées il n'y a pas si longtemps que cela permettent de déconstruire des situations de rente de certaines structures, de sortir d'une logique de l'offre qui crée la demande pour essayer d'ajuster et d'inverser un petit peu ce modèle. Donc de ce point de vue, moi je crois assez dans la réforme qui est en cours, à condition qu'elle sanctuarise évidemment une part de tarification à l'activité et d'évaluation de la performance des établissements, puisque il faut que le modèle soit effectivement proactif de ce point de vue. Faudrait-il, selon vous, Guillaume Chénel, anticiper de nouveaux équilibres dans la qualité ou l'accès aux soins entre le secteur public, le privé lucratif ou non lucratif, tant dans une logique financière que territoriale? Clairement, et de ce point de vue, de nouveaux équilibres, oui, et pourquoi pas, simplement avec une concurrence non faussée et des modalités d'évaluation à la fois neutres, telles que la Haute Autorité de Santé, par exemple, sait le garantir à travers les mentions de la certification, par exemple, et des modalités d'évaluation plurielles. Je pense notamment à la pénétration des usagers dans certaines instances de comités d'allocation de ressources, l'usager étant finalement le meilleur gardien de la qualité de ses soins. Et d'un point de vue plus économique, un principe simple peut prévaloir, c'est de recenser les missions de service public, leurs modalités d'accès et les tarifs associés à la garantie de ces missions de service public. Donc de ce point de vue, deux mêmes missions, deux mêmes tarifs, une même évaluation, ça me semble être le triptyque qui permette de répondre à cet impératif. Quitte d'ailleurs à restructurer les offres parfois. Quel est votre regard de consultant, Pascal Coron, sur ces acteurs publics, privés, lucratifs ou non, et sur leur positionnement? Je partage effectivement ce qui vient d'être dit. On a mis en place un système essentiellement basé sur de la concurrence pour améliorer la performance. Ça a été des grandes réussites de la tarification à l'activité, qui a redonné de la performance en particulier au secteur public, qui a repris des parts de marché par rapport au secteur privé lucratif. Mais maintenant, on est arrivé à une étape où cette concurrence doit être gommée et un certain nombre de complémentarités doivent être trouvées. Il va falloir coordonner les acteurs sur les territoires puisque les ressources ne sont plus disponibles
pour avoir de la concurrence dans tous les sens. Le deuxième point, c'est qu'il va falloir encore concentrer le système. On a encore un éparpillement d'établissements et de petits établissements, à la fois publics ou privés à but non lucratif. Le secteur lucratif, c'est plus concentré, même s'il reste une part de concentration à faire. Et cette concentration devrait modifier les équilibres et permettre d'éviter un certain nombre de gaspillages et de redonner de la performance. Pour faire ça, il faudra quand même travailler sur la coordination des parcours, avoir une meilleure vision encore de ce que les différents offreurs de soins proposent et mettre en place des complémentarités. À titre d'exemple, pendant le Covid, cette complémentarité entre les trois secteurs public, privé à but non lucratif et public et privé à but lucratif s'est extrêmement bien passé, en particulier sur le territoire que je connais bien, qui est l'Auvergne-Rhône-Alpes. Si on se place maintenant du côté du patient, comment garantir aujourd'hui que ces conditions d'accès aux soins soient égalitaires et identiques en tout point de l'Hexagone ? Alors, une des manières, en fait, d'accepter que cette garantie territoriale soit valide, c'est aussi d'accepter que toute la population n'est pas un hôpital devant sa porte. Et pour ça, il existe déjà des modèles qui fonctionnent bien, notamment tous les dispositifs de télésanté, télésoins, qui permettent d'accéder à des ressources plus éloignées, et ça devrait être développé encore dans ces modèles de prise en charge. Donc aussi coordonner la médecine libérale de ville, de premier recours, avec le secteur hospitalier. Et ensuite, on a des dispositifs qui permettent maintenant de rapprocher les patients des hôpitaux, notamment avec l'hôtel hospitalier par exemple, et un certain nombre de prises en charge en télésanté. Pour terminer, Guillaume Chénel, quelle réforme de fond permettrait cette égalité des chances entre patients ? Beaucoup a été dit précédemment, et derrière ce qui a été dit, notamment dans le renforcement de la relation ville-hôpital notamment, l'enjeu c'est de retrouver des marges de manœuvre. Donc peut-être ne pas démultiplier non plus les dispositifs, les évaluer très concrètement, ne pas hésiter à en supprimer certains. Et puis, je m'aventure sur cette piste, peut-être parfois aussi revisiter la liberté totale de choix du patient pour peut-être lui permettre de faire un parcours de soins qui aille directement de A à Z, sans faire des boucles et des boucles incessantes d'un offreur à l'autre, et ce qui crée dans certains cas et de la redondance et des surcoûts. Et de ce point de vue, surcoût égale difficulté à soutenir le système et une rationalisation qui serait peut-être moins pilotée et qui entraînerait une médecine à deux vitesses plus facilement. Il est temps de conclure ce grand angle. Toutefois, je souhaiterais vous entendre sur ce qui pourrait être l'hôpital de demain et surtout les moyens de le rendre plus attractif pour de jeunes soignants. Pascal Coron, tout d'abord. L'hôpital de demain, il devra s'adapter à une nouvelle population de soignants qui est beaucoup plus mobile, qui fait des allers-retours entre les établissements publics, privés à but lucratif, privés à but non lucratif ou les installations en ville. Et donc, la stabilité des équipes dont les établissements disposaient est réinterrogée, et il faudra être en capacité de fonctionner avec cette plus grande volatilité des professionnels. Pour ça, il y a plusieurs points, et certains établissements commencent à déployer des thématiques de marque employeur assez fortes qui vont permettre justement de travailler sur ces sujets-là. Mais globalement, moi, je retiens 2 points. C'est d'abord associer le plus possible et le plus souvent les professionnels aux décisions qui les concernent, et de plus en plus les faire participer à la vie propre de l'établissement. Et puis le deuxième point, c'est médicaliser encore plus la gouvernance des établissements et avoir un mode de fonctionnement où la communauté médicale est vraiment au cœur de la prise des décisions concernant le fonctionnement de l'hôpital. Un dernier mot, Guillaume Chénel ? Oui, absolument. Je rappellerai qu'il n'y a pas de meilleur endroit que l'hôpital pour trouver du sens au travail au quotidien. Il est vraiment pas difficile de se lever le matin pour aller travailler à l'hôpital, vu le sens qu'on y trouve. Et de ce point de vue, il y a une responsabilité très forte du top management, des managers, des directeurs, de s'emparer de leur capacité réelle à partager, au sens premier du terme, la vision, comme la capacité à apporter des petites améliorations possibles du quotidien. Toutes les fois où on circularise une information, toutes les fois où on aligne un process et on l'interroge jusqu'au bout, eh bien, on améliore globalement des fonctionnements, et c'est des sources immédiates de satisfaction qui participent d'une construction d'un sens retrouvé. Donc, je crois de ce point de vue beaucoup dans la responsabilité des managers dans les dynamiques collectives pour un intérêt suffisamment retrouvé de façon à passer ces étapes de restructuration. Ce grand angle est maintenant terminé. Nous avons été ravis de recevoir à notre micro 2 éminents représentants du secteur hospitalier, et ce, à une date très proche du 17 mars, date de célébration de l'engagement des soignants depuis le confinement de 2020.
Espérons que vos idées, vos propositions contribueront à sortir l'hôpital des terribles difficultés qu'il traverse. Le Zoom. Dernière rubrique de notre émission, le Zoom, avec pour invité Florian Covelli de l'Institut français du monde associatif. Bonjour Florian Covelli. Bonjour. Florian Covelli, vous êtes délégué général de l'Institut français du monde associatif qui a été créé en 2019. Cet institut est dédié à la promotion et au développement de la connaissance du monde associatif. Pourriez-vous en quelques mots nous présenter le contexte de sa création et ses missions ? Oui, l'Institut français du monde associatif s'est créé sur la base d'une conviction. Enrichir la connaissance associative est un impératif sociétal et démocratique. D'un côté, on a 1,3 million d'associations en France, près de 10% de l'emploi privé, 21 millions de participations bénévoles et un budget de 125,3 milliards d'euros. Et de l'autre côté, la recherche sur le fait associatif n'est aujourd'hui pas un domaine de connaissances structuré en France, comme ça peut l'être par exemple pour l'économie sociale et solidaire. Les chercheurs qui se sont consacrés entièrement au sujet se comptent sur les doigts d'une main. Il n'y a qu'un seul master de recherche sur les associations en France, c'est l'IAE Paris-Sorbonne. Et les travaux qui existent sont très dispersés, sont trop peu valorisés et trop peu appropriés par le monde associatif. Et donc on a créé l'Institut pour répondre à ce manque, rapprocher les associations et les chercheurs avec finalement deux finalités. La première, c'est d'être en quelque sorte une plateforme de R&D associative, détecter les besoins de connaissances, orienter de nouvelles recherches pour y répondre. Et la deuxième finalité, c'est de renforcer la connaissance pour permettre une meilleure reconnaissance des associations et de leur contribution à la société et à la démocratie. Vous évoquez les travaux de recherche menés actuellement par l'Institut français du monde associatif. Quels sont-ils ? Pouvez-vous nous donner quelques exemples ? Nos travaux portent sur des sujets assez variés, mais qui ont tous comme très commun d'être utiles au monde associatif. Aujourd'hui, on travaille sur plusieurs sujets. Le premier sujet, c'est comment les associations contribuent à la fabrique du territoire. Ce qui nous amène à nous interroger sur la perception des territoires comme des territoires d'action associative et pas uniquement des territoires de financement. Dans la continuité de cette thématique, on vient d'ouvrir un axe pour mieux comprendre comment les associations contribuent à la transition écologique à l'échelle des territoires. Un autre programme a été ouvert pour penser de nouveaux modes d'évaluation associatifs qui complètent la mesure d'impact et qui sortent de dispositifs on va dire, pensés plutôt comme des dispositifs de contrôle avec des indicateurs purement quantitatifs. On va s'intéresser à des dispositifs innovants qui vont être beaucoup plus pertinents pour révéler la valeur sociétale créée par les associations et qui vont leur être très utiles aussi pour appuyer leur stratégie et piloter leur projet. On travaille parmi nos sujets sur les relations entre générosité privée et association parce que la recherche française a beaucoup cloisonné d'un côté la connaissance sur la philanthropie et de l'autre côté la connaissance sur les associations, mais finalement on n'a pas encore interrogé tout ce qui se joue dans l'interrelation entre par exemple les fondations et le monde associatif. Et puis on s'ouvre aussi à l'Europe à travers un programme pour mieux comprendre comment les associations contribuent à la démocratie, à sa robustesse et peut-être même à sa résilience à l'échelle européenne. Pour terminer, en quoi votre institut accompagne-t-il et contribue-t-il à la reconnaissance du monde associatif en coordonnant les rencontres avec les partenaires du secteur ? C'est vraiment la finalité de l'Institut que de diffuser de la connaissance. Alors, on va s'appuyer sur plusieurs formats. Évidemment, des publications. Nous avons soutenu 32 nouvelles recherches depuis notre existence et donc nos lauréats sont amenés à publier leurs travaux. Ça, c'est un premier vecteur. Nous organisons régulièrement des événements en présentiel, en ligne. On peut retrouver sur la chaîne YouTube de l'Institut ces événements qui font témoigner des acteurs et des chercheurs. On a un site internet, un fil d'actualité sur LinkedIn qui finalement est un fil d'actualité de la recherche et de la connaissance sur le monde associatif en France. Et puis, puisque vous évoquiez les partenaires du secteur, pour nous, diffuser la connaissance, c'est la diffuser à l'ensemble du monde associatif. Et le monde associatif, c'est un écosystème. Donc, on s'adresse autant aux associations qu'à leurs partenaires, les fondations, les collectivités territoriales ou l'État, que ce soit au niveau national ou dans les territoires. Un grand merci pour ce partage à notre micro. Le secteur associatif est une composante essentielle de notre écosystème et vous en êtes, à travers l'Institut du monde associatif, un porte-parole incontournable. Nous ne manquerons pas de suivre vos travaux. Merci Perrine et merci à Radio KPMG. Notre application est disponible sur l'App Store et Google Play.
Ainsi se termine notre édition de l'économie autrement. Un grand merci à tous les contributeurs et à nos invités de ce jour. Nous vous donnons rendez-vous le 23 avril prochain pour une nouvelle édition de l'économie autrement. À bientôt sur nos ondes. L'économie autrement, une émission de Radio KPMG.